Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, essayiste, chroniqueur sur CNews, à Europe 1 et au Figaro. Vous, le natif de Lorraine au Québec, défenseur exalté de la nation québécoise, vous avez choisi la France pour affirmer haut et fort vos idées, on va dire, libérale. Vous êtes devenu d'ailleurs l'une des coqueluches de la droite française en dépit de votre proximité, on va dire, idéologique avec Éric Zemmour que vous avez remplacé dans l'émission Face à l'info de Christine Kelly sur CNews. Vos cibles, l'immigration, le wokisme, le gauchisme. De tout cela, on va parler au cours de cette émission. Mais d'abord, quelques mots, Mathieu Bock-Côté, sur votre parcours et vos attirances. D'où vient justement votre attirance, votre amour pour la France ? Vous savez, le Québec est né de la France. On disait, le premier nom du Québec, c'est la Nouvelle-France. Et il y a au Québec, depuis toujours, une tradition francophile. Une tradition francophile qui est très présente dans la vie intellectuelle, notamment. Pourquoi? D'abord et avant tout, la France, il ne faut jamais l'oublier, c'est notre premier et seul allié. C'est-à-dire, si le Québec, un jour, accède à l'indépendance, s'il a la possibilité d'accéder à l'indépendance... Vous iriez bien, mais pour l'instant, ça va arriver. Et notre seul allié, ça sera la France. À ce moment-là, il ne faut jamais l'oublier. La France a été nous a accompagnés dans notre affirmation diplomatique, culturelle, depuis une cinquantaine d'années. Ensuite, quand on est en Amérique du Nord et qu'on parle français, la France est un espace de projection intellectuelle et culturelle pour ne pas se laisser digérer par le continent, donc ni par la Fédération canadienne, qui est une machine anglicisée. Mais vous en faites partie du Canada. Mais bien sûr, mais on fait tout pour en sortir. Et de l'Empire américain, qui lui impose ses références culturelles presque naturellement, sans s'en rendre compte. Donc dans tout ça, la France est à la fois un recours, et c'est aussi nos racines pour les Québécois. Votre cousine. Oui, on dit les cousins quelquefois, parlant de la France. Donc j'ai grande affection pour la France. Par ailleurs, dans ma famille, elle joue un grand rôle. Mon père était très francophile. La vie intellectuelle française comptait très indépendantiste, hein. Bien sûr. On va reparler. Comment vous ressentez cette affinité particulière que vous avez par rapport à la France? Comment vous l'exprimez? Je pense que chacun ses affinités personnelles. Alors moi, j'ai toujours aimé justement la qualité du débat public en France, la profondeur, le fait que, vous savez, dans le monde universitaire, en fait dans le monde anglo-saxon, plus largement, la vie intellectuelle est souvent dissociée de l'espace public. Donc elle se tient à l'université, elle se tient dans certains collèges, mais elle n'est pas intégrée au cœur de l'espace public. Et en France, il y a une forme d'interconnexion entre l'espace public, la vie de l'esprit, la vie intellectuelle, à travers justement la figure de l'intellectuel, la place de la littérature dans la cité, la place de la philosophie dans la cité, le fait que les questions politiques sont toujours abordées d'une manière ou de l'autre dans leur profondeur existentielle, disons ça comme ça. Ensuite, la France a mille défauts, je n'en doute pas, mais elle a cette originalité qui fait qu'il est... je pense que c'est un lieu où on peut se projeter intellectuellement pour penser les problèmes de l'époque. Penser les problèmes de l'époque. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Vous venez d'en parler. La vie intellectuelle ou la vie politique en France? Tout ça vient ensemble. Tout ça, je dirais la vie intellectuelle d'abord et avant tout. Ensuite, la vie politique française est tout à fait passionnante, malgré ses grandeurs, malgré ses misères. Je suis né dans l'admiration. J'ai été élevé dans l'admiration pour le général de Gaulle, que je conserve. Je me suis toujours reconnu dans une tradition gaulliste qui a trouvé son écho au Québec le 24 juillet 1967, avec le Vive le Québec libre. Et j'ai toujours trouvé justement dans le gaullisme un attachement à la nation, pensé non seulement comme un pacte juridique, mais dans cette dimension historique, sa réalité profonde, une réalité qui s'inscrit dans la continuité des siècles. Donc, mettez tout ça ensemble. Et donc, la vie politique française me passionne aussi. Mais la vie intellectuelle, si je devais choisir, si vous me forciez à trancher, je dirais la vie intellectuelle d'abord et avant tout. La vie intellectuelle. Alors, vous parliez tout à l'heure de, quelque part, l'ogre américain. Vous vous sentez plus proche de la France, qui est à 5500 km de votre voisin, et que votre voisin américain, et même de la Grande-Bretagne, alors que le Canada fait partie du Commonwealth. Oui, le Canada fait partie du Commonwealth, mais on n'en est pas très heureux. Je me permets de vous dire, il y a quelques semaines à peine, les nouveaux députés de l'Assemblée nationale, on a eu des élections cet automne, ont rompu avec une tradition qui remontait il y a très longtemps, c'est l'obligation de prêter serment à la reine ou au roi d'Angleterre. Donc au monarque britannique, donc le Commonwealth pour nous, c'est le lieu c'est une affiliation historique imposée davantage que voulue. Le Canada, pour moi, c'est un pays honorable mais étranger. C'est par ailleurs un pays qui travaille pour différentes raisons à nier l'existence même de la nation québécoise. Et la France, je le redis, on a affinité culturelle, on a racines historiques, on a histoire partagée, on a histoire commune. Je constate quelquefois avec un peu de tristesse que l'histoire de la Nouvelle-France n'est pas intégrée, métabolisée.
France, le Québec, hein. Oui, bien sûr. Ah. La Nouvelle-France n'est pas métabolisée dans l'histoire, dans la conscience historique française. Comme si la France oublie qu'elle s'est déjà projetée en Amérique du Nord, la France a déjà été la souveraineté principale en Amérique du Nord, faut pas l'oublier, et elle poursuit son aventure, bien que d'autres manières, et sur le mode du cousinage, avec l'expérience, l'aventure historique québécoise aujourd'hui. Commonwealth, on a parlé du Commonwealth, la reine Elisabeth et maintenant le roi Charles, ça évoque quelque chose pour vous ou pas? Ce sont des souverains étrangers. Étrangers. Oh, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous savez, Emmanuel Macron, il est plus proche? Ah ben non, ça c'est sur le plan, je pense que si jamais encore une fois on n'y est pas, mais si le Québec a besoin d'un allié, il va davantage se tourner vers la France que vers le président de la République en France que vers le roi d'Angleterre. Ouais, Ensuite, les présidents français, certains se sentaient proches du Québec, d'autres moins, mais il y a une continuité quand même qui est cette doctrine théorisée par Alain Perfit qui disait non-ingérence, non-indifférence. C'est-à-dire on va pas faire l'indépendance à votre place, mais si vous la faites, on va vous soutenir. Et alors, le risque c'est quoi, Mathieu Bock-Côté, pour rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant? C'est de vous faire digérer par le voisin américain? D'abord par la Fédération canadienne. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que à l'origine du Canada, les francophones pesaient environ, je dirais, en 1867, autour de 40% de la fédération. Et le poids des francophones n'a cessé de baisser. Partout au Canada, dans les provinces anglaises, ils ont été assimilés, mais pas au sens français. Assimilé chez vous, c'est devenir français. Assimilé chez nous, c'est un francophone qui devient anglophone. Donc dans toutes les provinces anglaises, l'élément français a été réduit à peau de chagrin. Et au Québec, le seul endroit où on est demeuré majoritaire, autour de 80% au fil de l'histoire, même au Québec aujourd'hui, le poids du français commence à tomber. Donc la première inquiétude politique que nous avons, je pense, c'est le fédéralisme canadien, la Fédération canadienne qui nie le Québec. D'ailleurs, on pourrait faire une longue histoire, mais le Canada qui a décidé de dissoudre le concept des deux nations, des deux peuples fondateurs pour le remplacer par celui de multiculturalisme, où le Québec passait de statut de peuple à celui d'une communauté ethnique parmi d'autres dans le Canada pluriel. Donc c'est une longue histoire. Une longue histoire, mais c'est pour ça que le 24 juillet 67, dont vous avez parlé... Le général de Gaulle vient dire « Vive le Québec libre ». C'est important pour vous. C'est magnifique. Il y a un très beau film. C'est important pour vous, Mathieu Bock-Côté, et pour votre famille et pour les Québécois. Oui, je pense. Il y a un très beau documentaire qui a été réalisé sur ça par un documentariste québécois, Carl Leblanc, qui raconte la visite du général de Gaulle, donc du 23 au 24 juillet, mais le 24 juillet surtout, qui part de Québec. Il fait tout sur tout le long du Saint-Laurent, il remonte jusqu'à Montréal, il fait des discours dans quelques villes importantes, et on sent monter de Québec à Montréal, ce qui va devenir ensuite le Vive le Québec libre. Et donc il passe dans des villes comme Trois-Rivières, Repentigny, Berthierville, des villes qui ne sont pas nécessairement familières, mais il nomme à chaque étape, pour reprendre la formule d'un homme politique... Des villes qui ont des noms français. Mais bien sûr, non, mais évidemment, qui ont des noms français. Ce pays a été nommé par la France d'abord et avant tout. Et ensuite, on a été avec d'autres réalités. L'histoire a fait en sorte que des gens venus d'ailleurs se sont intégrés à nous, et c'est une bonne chose. Mais le fait est qu'il y a cette continuité qui est encore présente. La ville de Montréal, le Mont-Royal au cœur de Montréal, et ainsi de suite. Je pourrais multiplier les exemples. Et alors, donc il y a eu ce Vive le Québec libre du général de Gaulle. Le référendum de 95, vous avez alors 15 ans, avec ce référendum où le non l'emporte avec 50,58%. Un échec, hein, puisque ça enterre du même coup votre rêve d'indépendance, le rêve de votre famille. Comment avez-vous vécu cet échec? Ça a été un traumatisme? Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. 15 ans, hein, vous aviez? Oui, j'avais 15 ans, mais j'étais très militant déjà. Alors, je vous donne le résultat, et le résultat exact est encore plus cruel. Vous l'avez dit, 50,4 pour le non, 58. 58. Non. Pour le 50 pour le non, 49,4 pour le oui. Donc, on a perdu à 50 000 votes. Premier élément. Si vous décomposez les résultats électoraux, 61% des francophones ont voté oui à l'indépendance, 99% des anglophones, c'est compréhensible, ont voté non à l'indépendance, et 95% des populations issues d'immigration ont voté non. Si vous rajoutez à ça que 94% de la population a voté, et puis c'était pas obligatoire comme vote, c'était l'événement qui a été politiquement le plus mobilisateur de l'histoire du Québec, et on a échoué à quelques dizaines de milliers de votes. Alors vous dites, ça a enterré... Vous êtes en train de nous faire comme Mélenchon à la présidentielle, hein. J'ai presque gagné. Ben non, on a presque gagné, on a perdu. Les victoires morales sont des défaites. Je ne pense pas qu'on a gagné. Cela dit qu'on est passé à côté de notre destin à ce moment-là, et je ne suis pas d'accord avec votre formule quand vous dites que on a enterré le rêve de l'indépendance en ce moment. On a été battu, mais on poursuit la bataille, et je suis convaincu, je vous le dis, pas simplement par fougue militante. Je crois que dans les prochaines années, le choc, la contradiction profonde entre d'un côté, le Québec qui se voit comme une nation, qui a fait le choix de la laïcité notamment, qui est attaché au français, et le Canada qui est un pays bilingue de langue anglaise, multiculturaliste, c'est le wokistan. La contradiction entre le Québec et le Canada
va aboutir à une nouvelle crise constitutionnelle, comme celle qu'on a connue chez nous. Exactement, et celui-là, on va l'emporter. Alors, vos premiers livres portaient sur la question nationale québécoise. Vous êtes intéressé, suivant votre thème de thèse à l'Université de Montréal, sur la mutation de la gauche et la recomposition du champ politique occidental de 68 à 2010. C'est bien ça? Alors, vous mélangez les deux choses. Mon premier livre, c'est sur la dénationalisation tranquille, et c'est sur la conversion du souverainisme québécois à l'idéologie multiculturaliste après le référendum de 95. Premier élément. Et ensuite, à l'évolution de la mémoire québécoise. Ensuite, le livre auquel vous faites référence, qui est devenu ma thèse, qui est devenu le livre Le multiculturalisme comme religion politique, est paru près de 10 ans plus tard. Le premier, c'est en 2007, l'autre en 2016. Et dans ce livre, je poursuivais les intuitions déjà présentes dans le premier sur les origines idéologiques du multiculturalisme. Et avec cette question, justement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la mutation de la gauche au Québec, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Europe et bien entendu en France? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a de commun? En fait, en deux mots, on passe de la critique du capitalisme à la critique de la civilisation occidentale. On passe d'une forme de diabolisation une critique légitime du capitalisme, donc je disais à la nation, une critique, remise en question de l'école, de la transmission culturelle. Donc cette gauche qui s'est convertie à ce que j'appelle l'idéal diversitaire, qui considère finalement que nos sociétés doivent s'éparpiller en 1000 identités qui se pensent elles-mêmes comme minorités, et toute norme culturelle, toute norme historique, toute norme anthropologique est pensée comme un système discriminatoire à faire tomber. Ça, pour moi, c'est le point commun des gauches d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous parlez de disqualification du récit national, c'est lié à ce que vous venez de dire? Oui, bien sûr, c'est que si la nation, finalement, n'est qu'un masque pour dissimuler, on dira pour certains la majorité blanche, une espèce de terme complètement délirant à mon avis, une nation n'est pas une race. La disqualification de la culture même, parce que la culture générale masquerait en fait les privilèges de la culture bourgeoise. La disqualification du masculin et du féminin, parce que tout ça masquerait la fluidité de l'identité de genre. Eh bien, cette disqualification des normes, comme je dis, historiques, culturelles ou anthropologiques... C'est pour ça que vous parlez de wokistan? Oui, c'est que le Canada, l'idéologie woke au Canada est institutionnalisée dans la logique même de l'État. C'est pas simplement, comme certains le croient en Europe, une lubie dans des départements de littérature comparée d'universités périphériques. Non, aux États-Unis, c'est au cœur même du capitalisme américain contemporain, c'est au cœur du récit de la grande entreprise, et au Canada, c'est au cœur même de l'État. Donc oui, j'appelle le Canada le wokistan. Je pourrais vous donner 1000 exemples, mais ça prendrait trop de temps. Ça prendrait trop de temps. Des questions. Qu'est-ce qu'il y a de commun, justement, dans ce domaine entre la France et le Québec? La situation au Québec, la situation en France. Alors, c'est une commune... Je pense que les deux nations, pour chacune à leur manière, ont embrassé l'idéal de laïcité. Les deux nations comprennent l'importance du commun et refusent de réduire le commun, justement, à un masque qui serait celui d'un système discriminatoire. Les deux nations se vivent dans une position de résistance. La France, qui fut autrefois la première puissance, se vit aujourd'hui en dissidence ou en résistance par rapport à l'Empire américain, par rapport à la mondialisation. Le fait de parler français en Amérique, ça nous place structurellement dans une position de résistance par rapport à l'Empire américain. C'est quelque part le rêve du multiculturalisme. C'est-à-dire? La France est pour le multiculturalisme. Ah non, pas du tout. Excusez-moi, c'était l'inverse, justement. L'inverse. Non, je pense que la France, et ce qui est de bon en France sur la question, par exemple, du wokisme ou du multiculturalisme, c'est que la résistance est double. Je vais parler des États-Unis. C'est qu'elle vient à la fois de la gauche républicaine et de la droite plus conservatrice, moi, ce qui me frappe toujours, mais je dis ça comme un étranger, entre la droite conservatrice et la gauche républicaine, il y a beaucoup plus de points communs que de points de rupture, mais puisque la France a une tradition de polémique politique assez forte, eh bien, on met davantage de l'avant les points de rupture que les points d'union qui seraient sinon philosophiques, à tout le moins programmatiques et politiques. En fait, la question que je voulais vous poser, je sais pas pourquoi j'ai fait cette méprise. Est-ce que le multiculturalisme, ça vous parle? J'analyse ce sujet depuis une vingtaine d'années. Vous parlez des mirages du multiculturalisme. Alors, il y a deux choses. Le multiculturalisme, dans l'histoire du Canada, parce que c'est le point de départ de cette doctrine, sur le plan politique, c'est une doctrine qui consiste à nier justement ce que je disais, l'identité historique du pays, qui était fondée sur le fait qu'il y avait deux peuples fondateurs dans le pays, pour remplacer ça par la logique de l'infinie diversité de la population. Donc il y a plus de deux peuples fondateurs, il y a que des communautés issues de l'immigration. Donc c'est la négation de l'histoire. Par ailleurs, à l'échelle de l'histoire, le multiculturalisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de cette mutation diversitaire de la gauche radicale à partir des années 60-70. Ça, j'ai documenté ça dans mon livre sur le multiculturalisme, justement. Et si vous prenez ça, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, en fait, c'est une négation à la fois de la démocratie, du libéralisme et de la nation. Donc, si vous faites cette triple négation, vous me trouvez de l'autre côté de la barricade. Ça vous fait peur, le multiculturalisme? Je pense que oui, c'est une idéologie dangereuse, autoritaire. Donc, il faut distinguer. Si par multiculturalisme, vous parlez de la diversité de l'origine ethnique dans une société, c'est pas mon sujet. Ce qui m'intéresse, moi, c'est cette idéologie qui, par exemple, je vais vous donner un exemple. On va arriver dans une société où il va y avoir des gens qui sont issus de l'immigration, mais sont assimilés,
à la française depuis 1 ou 2 ou 3 générations. Et là, le multiculturaliste dit non, vous n'êtes pas d'abord français, vous êtes d'abord votre origine qui était celle de votre grand-père, votre arrière-grand-père. Au Québec, non, vous n'êtes pas d'abord québécois, vous êtes d'abord l'origine de votre grand-père qui est arrivé ici en 1960 ou 70. Donc le multiculturalisme fragmente la nation, concasse la nation et enferme chacun dans une origine qui finalement nous pousse chacun au repli communautaire. Le problème de ça, ensuite que chacun ait ses propres affinités culturelles ou folkloriques, c'est pas un problème, mais cette doctrine concasse la nation et en vient à disqualifier justement l'idée de son noyau culturel fondamental. Comment on passe de la question nationale québécoise à la question nationale française? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais la question nationale québécoise, sur le plan personnel, c'est l'engagement existentiel de ma vie. C'est-à-dire que, fondamentalement, s'il y a une chose que je souhaite en ce monde, sur le plan collectif, c'est l'indépendance du Québec. Ensuite, le procès... C'est pour ça que vous êtes venu en France? Non, c'est peut-être aussi parce que le combat pour l'indépendance reviendra. En fait, vous savez, notre existence... On va en parler. Mais bon, alors, donc je réponds à votre question. Pour la France, la question nationale, c'est que la France est le terrain d'affrontement aujourd'hui, justement, entre ces différentes idéologies qui traversent l'Occident. Je pense que c'est en France qu'on voit le mieux ce choc arriver et la résistance à cette doctrine woke, diversitaire, multiculturaliste. C'est en France que, pour différentes raisons, cette résistance est la plus forte. Parce que, je dirais, c'est là qu'elle est la plus inspirante, potentiellement. Parce que ce qui se passe en France ne se passe jamais qu'en France. La France n'est pas une... Vous savez, c'est le drame des petites nations. Milan Kundera disait cela. Les petites nations sont les seules à s'intéresser à leur propre destin. Donc, les Islandais sont les seuls à s'intéresser à l'Islande. Les Lettons sont probablement les seuls à s'intéresser à la Lettonie. Et globalement, les Québécois sont les seuls à s'intéresser au Québec. Mais ce qui se passe... Et les Français? Justement, non. La France, ce qui se passe en France Paris demeure une des rares capitales où les enjeux idéologiques, philosophiques qui sont traités ont une portée, se répercutent à la grandeur du monde occidental. Et de ce point de vue, les batailles qui se mènent ici ont un écho ailleurs et la France résiste quoi qu'on en dise. Ensuite, je ne dis pas que les idéologies que je critique ne sont pas présentes ici, loin de là, mais il y a une résistance ici qui n'est pas que folklorique et qui n'est pas qu'idéologique parce qu'elle est inscrite dans la culture française et c'est ce qu'il y a de beau. La France ne résiste pas au multiculturalisme, à l'idéologie diversitaire simplement par une doctrine, mais par tout son être. D'où m'avez pris tout à l'heure, je ne voulais pas parler de multiculturalisme mais de multilatéralisme. Ah, ça, c'est autre chose. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est lié aussi à l'idée dont les Français se font de la France et notamment les dirigeants français se font de l'idée de la France. Non, mais que les nations coopèrent entre elles aujourd'hui et que personne ne s'isole dans une forme de souveraineté si surplombante qu'elle empêche de coopérer avec d'autres nations. Je pense que le bon gaulliste que je suis n'est pas contre la coopération des peuples. Je suis contre, dans le cas européen, la négation, le passage de la coopération des peuples et des États à leur digestion par l'Empire européen. Ça, c'est autre chose. Vous vous sentez gaulliste? Ah oui, très. Ouais. Et pourtant, c'est Olivier Vial, le patron de l'UNI, le syndicat étudiant de la droite un peu dur, qui vous a ouvert les portes de la droite française en 2012. Non, qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, faut jamais se fier trop aux articles qu'on peut lire dans un certain quotidien. Non, c'est faux. C'est faux? C'est pas très grave. Olivier Vial est un type pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais quand j'avais lu cet article... Vous n'avez pas été attiré par les idées de l'UNI à l'époque? Parlez? Les idées de l'UNI. Non, ça, j'ai vu dans un papier que vous aviez des affiches de l'UNI dans votre chambre. Non, ça j'ai lu ça. Non, ça j'ai lu ce papier-là. C'était une collection. C'est pas vrai. C'est complètement délirant. Ouais. Je veux dire, si vous voulez les faits exactement, mais bon, quoi qu'il en soit, j'avais chez moi un petit musée des artefacts de politique française qui allait du Parti communiste au RPR et tout ça. Puis dans tout ça, il y avait aussi des affiches de l'UNI, mais il y avait aussi des affiches du Parti communiste. Et quoi qu'il en soit, c'est devenu. J'avais un musée personnel de l'UNI à la maison. C'était faux. C'était faux, mais on fait des fois des bêtises. Et on dit des bêtises aussi. Mais non, vous savez, la plupart du temps où je lis des portraits qui me sont consacrés, j'y vois plus de fausseté que de vérité. Voilà pourquoi en ces matières, les gens peuvent les lire, mais je me fais plaisir de les corriger si on me questionne. C'est pour ça que je vous pose des questions. On parle aussi d'une proximité avec Valeurs Actuelles et Philippe de Villiers à la même époque. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est très étrange comme formule. Je veux dire, c'est que se définir par les proximités des uns et des autres. Non, mais vous avez été attiré à un moment par Philippe de Villiers ou pas? J'ai de l'estime pour Philippe de Villiers, je suis pas attiré par Philippe de Villiers. J'ai de l'estime pour l'auteur, j'ai de l'estime pour l'homme du Puy du Fou, j'ai de l'estime pour son combat souverainiste, mais je me définis pas comme villiériste ou comme séguiniste ou comme chevènementiste. Je me définis comme un indépendantiste. Politiquement, ça faut jamais l'oublier, je me définis comme un indépendantiste québécois. Je ne prétends pas m'inscrire dans le champ politique français. Le fait que je sois lu par certains, c'est un honneur qu'on me fait, mais je prétends pas je n'aborde pas la politique française avec la logique d'un citoyen français. Je prétends pas l'être, j'ai jamais prétendu l'être. Donc Philippe de Villiers, j'ai de l'estime, comme
je dis pour son œuvre, j'ai de l'estime pour le Puy du Fou, j'ai de l'estime pour son combat souverainiste, mais je suis pas dans son écurie politique ou de même Valeur Actuelle, qui est un hebdomadaire que je lis avec plaisir, comme je lis Le Point, comme je lis le Figaro Magazine, comme je lis même l'Obs, mais je lis avec plus même l'Obs. Mais bien sûr. Comment vous faites? Mais je lis parce que vous savez, les gens plutôt conservateurs, on est capable de s'intéresser à d'autres choses que nous-mêmes. Alors que normalement, le drame des gens de gauche, d'une certaine gauche, c'est de considérer que si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes des gens un peu moins intéressants. Vous n'êtes pas un interlocuteur légitime. Tout le monde est intéressant. Pardon? Tout le monde est intéressant. Pas tout le monde est intéressant, mais certaines sont plus que d'autres. Mais si vous faites référence à valeur, moi, vous regardez par exemple le combat que mène cet hebdo, justement pour la diversité des idées, contre le wokisme, et ainsi de suite. Certains de ces journalistes, j'ai beaucoup d'estime pour ce qui s'y fait. Ensuite, je ne me définis pas. Si vous me demandez est-ce que j'ai une proximité avec le Figaro, bien sûr. Est-ce que j'ai une proximité avec le Journal de Montréal, bien sûr. Mais je ne me définis. La manière dont vous posez les questions, ça sert à étiqueter. C'est normal. C'est le travail de journaliste. Ça cherche à savoir qui vous êtes. Qui vous êtes. Alors, Et on va poursuivre les questions. Vous allez pouvoir le dire. À l'occasion de la sortie de votre essai, Le Nouveau Régime, je crois que c'était en 2017. 2017. Vous êtes lié d'amitié avec Éric Zemmour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Encore une fois. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, je connais Éric Zemmour depuis avant cela, et par ailleurs, donc je te connais, je l'ai lu en fait. En tout cas, il dit à ce moment-là dans le Figaro, le destin, c'est lui qui écrit ça, c'est pas vous, c'est Zemmour. Le destin du Québec montre comment l'immigration peut être un instrument redoutablement efficace pour détruire l'identité d'un peuple. Vous écrivez ce qu'il dit ou pas? Ça, factuellement, c'est pas faux. C'est-à-dire, regardez. Vous reprenez cette formule à votre compte? Je prends mes propres formules plutôt. En 1840, vous me permettez, après l'échec des rébellions, les rébellions pour l'indépendance au Canada français, au Bas-Canada, Lord Durham, qui est envoyé par la couronne britannique, dit la manière d'en finir avec ce peuple, c'est seulement de le noyer sous l'immigration, et il va s'assimiler, en 1840, 41 en fait, il va s'assimiler ensuite sous la pression démographique et culturelle, et son existence ne sera plus que folklorique. Dans l'histoire du Canada, l'immigration massive a servi à neutraliser l'élément francophone. C'est un élément qui est factuel. Ensuite, je ne dis pas que ça se pose comme ça dans tous les pays, mais le fait est que dans certains pays, l'immigration a été utilisée, et c'est pas... Donnez un exemple. Justin Trudeau aujourd'hui, on est loin de 1840. Justin Trudeau veut un Canada de 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle. Il vient d'augmenter les seuils d'immigration à 500 000... Précisez combien il y a de Canadiens aujourd'hui? Je pense qu'on est autour de 38, si je ne me trompe pas. Donc 100 millions, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est surtout, il vient d'augmenter les seuils d'immigration à 500 000 par année. Donc pratiquement 2 fois moins d'habitants au Canada qu'en France. Mais je donne un exemple, vous allez voir. Trudeau veut augmenter à 500 000 les seuils d'immigration dès maintenant. 500 000, ça fait en sorte que si le Québec veut conserver son poids politique dans la fédération, il devra augmenter ses seuils d'immigration autour de 115 000, 112 000 environ. Le problème, c'est par an. Le problème, c'est que l'immigration massive, pour différentes raisons tout à fait compréhensibles, est le premier élément qui explique l'anglicisation du Québec. Les nouveaux arrivants ont tendance à s'angliciser davantage que se franciser. Donc, soit le Québec augmente ses seuils d'immigration pour conserver son poids politique dans la fédération, pour ne pas devenir une province insignifiante, mais dans ce cas-là, il sacrifie son identité linguistique et culturelle, ce qui serait plutôt triste, ou alors il refuse d'augmenter les seuils d'immigration, et qu'est-ce qu'il fait alors? Il se condamne à la marginalité politique dans la fédération pour conserver son identité culturelle. Donc ça, c'est un pacte faustien canadien. Donc voilà pourquoi je suis indépendantiste parmi tant d'autres raisons. Donc à votre question, est-ce que l'immigration peut avoir une fonction à terme dans la dissolution de l'identité d'un peuple? C'est factuel. C'est factuel. Zemmour toujours. Donc vous allez le remplacer sur CNews. C'est en septembre 2021, si je ne me trompe pas. Et au Canada, certains, comme le sociologue, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, Marc Fortier, ils voient en vous un Zemmour politiquement correct, un Zemmour à visage humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous assumez ce... Non. J'ai lu le livre de Marc Fortier auquel vous faites référence, qui est d'une médiocrité... Moi, j'ai lu que des extraits. D'accord, j'ai lu le livre, qui est d'une médiocrité épouvantable. C'est un livre qui prétendait s'intéresser à mon travail intellectuel pour le critiquer, mais qui, dans les faits, le fait très peu. Ça parle très peu de mon travail. Donc, mon nom est sur le titre et beaucoup moins dans l'ouvrage. Donc, les analyses de Marc Fortier, je ne me sens même pas obligé de les commenter. Je trouve que vous savez, il y a quelquefois des gens comme ça qui se définissent par leur capacité à chercher à vous mordre un peu vaguement le mollet. Ils n'y parviennent pas. Donc, vous l'avez mentionné. Est-ce que vous dites toujours que d'associer Zemmour à l'extrême droite est grotesque? Oui, c'est grotesque, évidemment. Pourquoi? Premièrement, je cherche désespérément sans la trouver une définition rigoureuse de l'extrême droite. Je ne la trouve pas. Ça existe pour vous, l'extrême droite, ou pas? Ça dépend ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, si par extrême droite, on entend une tradition violente, autoritaire, insurrectionnelle, tout ça, bien sûr. Mais le concept d'extrême droite... Il n'y a plus d'extrême droite en France aujourd'hui? Ah oui, les groupuscules terroristes et ainsi de suite, convocation... Zemmour n'est pas d'extrême droite? Non, il n'est pas d'extrême droite. Il est d'où, alors? Il s'inscrit dans la tradition du RPR pour l'essentiel, la tradition de la droite gaulliste. Quand il dit, par exemple, Pétain a sauvé les Juifs français, c'est gaulliste ou c'est d'extrême droite? Ça, je pense qu'à peu près tout le monde lui a dit à quel point il trouvait c'était une erreur d'analyse, une erreur capitale de dire cela, mais c'est vous
comme d'autres, qui décidaient de le réduire à cette phrase par ailleurs condamnable et ubuesque. Il a été condamné pour racisme. Un instant, mais ce que je veux dire, c'est que l'œuvre Zemmour, ce n'est pas à travers lui, si je peux me permettre, que je me définis. Ouais, encore une fois, c'est votre travail de journaliste que de chercher à m'associer à quelque chose, mais je ne me laisse pas, si vous me permettez, étiqueter tel que vous le souhaitez. Là, vous définissez comme vous voulez, vous dites mais ce que vous voulez. Donc je pense que le concept d'extrême droite aujourd'hui, vous noterez, il sert à définir tout à la fois des partisans de la souveraineté nationale. Par exemple, ceux qui disent l'Union européenne telle qu'elle se déploie devient un problème. Ceux qui critiquent l'immigration massive. Le concept d'extrême droite sert à critiquer ceux qui remettent en question la théorie du genre. Le concept d'extrême droite sert à définir des partis aussi. Vous notez, regardez tout ce qu'on met dans ce concept-là. Des libertariens, des crypto-fachos, des nationaux conservateurs, des libéraux à l'ancienne. Surtout des racistes, quoi. Non, mais un instant. Le concept d'extrême droite a été utilisé, par exemple, pour qualifier Philippe de Villiers. Vous le mentionnez tantôt. On l'a utilisé aussi pour qualifier... Ou Marion Maréchal Le Pen, ou certains Marine Le Pen aussi. Oui, prenez cet exemple-là. Et je pense que ce concept-là, aujourd'hui, on en fait un usage... Ils ne sont pas d'extrême droite, tout cela. Vous savez, cette manie un peu étrange... Moi, je veux dire, ce que je prendrais de votre question, si je la retournerais, en disant, je suis fasciné par cette... tentation qui habite certains journalistes de vouloir à tout prix coller cette étiquette-là. Alors moi, je vous dis un instant, on va parler des idées une après l'autre. Une après l'autre des propositions. Puis ensuite, vous me proposerez une définition d'extrême droite. Vous me l'avez toujours pas proposé. Hein. Vous utilisez ce terme-là sans le définir. Les héritiers de Pétain, quoi. Les héritiers de Pétain. À ce que j'en sais, par exemple, Éric Zemmour, parce que vous en parliez, se réclame du général de Gaulle. Il se dit gaulliste. Faut prendre au sérieux. Il se réclame du général de Gaulle, mais il a des idées, il a des déclarations qui sont plus proches de Pétain. Je suis pas d'accord. Sur le fond des choses, du racisme que d'antiracisme. Je suis pas d'accord. Et pour ce qui est de Marine Le Pen, par exemple, vous la mentionnez. À ce que j'en sais, elle est en rupture avec son père. C'est pas un élément, c'est pas un détail. Vous avez aussi parlé de Marine, vous avez aussi parlé de Marion Maréchal. Marion Maréchal. Et d'autres associeraient ça à Philippe de Villiers. J'ai entendu dire que le souverainisme, tel qu'on l'entend, vous savez, l'opposition au Brexit, le Brexit et l'opposition à la construction européenne, certains ont voulu associer ça au fascisme. Bon, c'est des figures qui sont importantes dans la vie publique qui ont cherché à fasciser le Brexit. Donc moi, devant tout ça, vous avouerez, je vois surtout un système de diabolisation qui consiste à étiqueter les gens d'une manière... Diabolisation de qui, de quoi? C'est une volonté globalement de diaboliser ceux qui critiquent le multiculturalisme, ceux qui critiquent l'immigration massive, ceux qui critiquent ce que j'appelle moi le régime diversitaire. C'est un concept qui est au cœur de mon travail. Ceux qui critiquent le régime diversitaire se font extrême droitiser. Vous savez, même Alain Finkielkraut a été extrême droitisé. Alain Finkielkraut. Donc ce concept aujourd'hui d'extrême droite me semble surtout utilisé pour on le colle sur quelqu'un pour dire attention, chien méchant. Et puis on dit puisqu'il est d'extrême droite, parce qu'on a collé cette étiquette-là, ne lui parlez pas. Moi, j'ai délivrons-nous des étiquettes infamantes et cherchons à répondre aux arguments, oui, non, s'ils sont valables ou non. Michel Houellebecq est rendu d'extrême droite, bon temps. Philippe Meuret a été classé à l'extrême droite, mais ça devient lassant, tout ça. Parce que vous avez expliqué sur CNews que l'extrême droite n'est qu'une catégorie fantomatique, c'est ce que vous laissez entendre à l'instant, et l'accusation rituelle de commissaires politiques qui se prennent pour des journalistes. Très exactement. C'est ça. Donc je déforme pas vos propos. Non, je pense que ce concept-là, aujourd'hui, tel qu'il est utilisé, a essentiellement pour fonction de diaboliser les gens et d'empêcher l'expression de certaines idées qui peuvent être fausses, qui peuvent être vraies, la question n'est pas là, mais d'empêcher de leur entrer dans le cercle de la respectabilité dans le débat public. Ça sert à transformer en paria des gens qui ont le malheur de mal penser. Et ensuite, je le dis, ça ne veut pas dire que tous les gens que vous avez évoqués, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, oui, bien sûr. Mais ce concept aujourd'hui d'extrême droite, c'est l'espèce de fondement qui empêche un débat public éclairé, pas seulement en France, soit dit en passant, mais dans bien des sociétés Jean-Marie occidentales. Le Pen d'extrême droite ou pas? Oui, ça, je pense que lui-même, vu à l'échelle de l'histoire, il s'inscrivait dans cette catégorie. Une fois que c'est dit, vous me permettez, est-ce qu'on va faire la liste de tous les hommes politiques français pour savoir s'ils sont d'extrême droite ou non? C'était juste... Mais non, parce que vous faites la liste depuis parce que je veux citer ce que vous disiez en août 98. Vous avez 18 ans, tout jeune étudiant, je crois, en sciences humaines, si je ne me trompe pas. Vous publiez dans le journal québécois Le Devoir une tribune intitulée « La droite française doit créer sa coalition plurielle » et vous appelez même à une coopération, peut-être même à une union entre le RPR de Jacques Chirac et le FN de Jean-Marie Le Pen. Vous me citez un texte que j'ai écrit à 17 ans, premièrement. Non, ça vaut la peine de le dire. Oui. Hein. Je ne sais pas ce que vous faisiez à 17 ans. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai écrit depuis apparemment probablement des milliers de pages. À 17 ans, j'étais militant antiraciste. Parfait. Moi, à 17 ans, j'étais militant indépendantiste québécois. Et ensuite, je suis devenu chroniqueur, éditorialiste, sociologue, et vous, un peu commissaire politique, si je peux me permettre, dans votre manière de poser des questions. Et par rapport à cela, par rapport au texte auquel vous faites référence, je disais simplement, je m'initiais à la vie intellectuelle à ce moment-là, je disais, puisque la gauche en 81 avait pu faire son programme commun... Non, mais là, c'était Jean-Marie Le Pen. Un instant, mais c'était le Parti communiste qui était aligné sur l'Union soviétique à l'époque. Si je peux me permettre, l'Union soviétique, c'était pas exactement une collection de joyeux lurons. Donc, si à l'époque, mais j'ai 17 ans, je commente le jeune homme de 17 ans que j'étais. Si les socialistes pouvaient s'unir aux communistes, je disais, dans une logique de jeune homme de l'époque, eh bien, la droite de pouvoir s'allier à ça. Et là, j'ajoutais de mémoire, mais c'est long parce que je crois que vous n'avez pas
pas lu le texte au complet. Vous lisez simplement les extraits que vous avez lus dans l'article, évidemment. Alors, je disais ensuite que ça permettrait d'intégrer la part potentiellement raisonnable des électeurs qui s'étaient retrouvés là, tout en le purgeant de sa frange véritablement extrémiste. Mais ça, vous l'auriez su si vous aviez lu l'article au complet, plutôt que de simplement chercher à me coller, à me piquer. J'avoue. Aujourd'hui, vous dites quoi? Il faut l'union des droites de Zemmour à Hervé Morin? Je pense que ce sera un peu loin, cela dit. Je pense qu'il y a 3 blocs politiques en France aujourd'hui. Il y a la NUPES, globalement, avec une frange résiduelle de gauche qui refuse de s'y intégrer, mais bon, ça existe. Il y a le centre macroniste, qui lui aussi s'est uni autour de la figure d'Emmanuel Macron. Je constate que les droites sont incapables de s'unir. Je constate simplement que dans cette tripartition, une seule famille politique n'a pas le droit de faire son unité. Et à droite, aujourd'hui, bon, je pense que les conditions de cette unité ne sont pas rassemblées, mais dans cette tripartition, un seul des pôles est encore divisé en lui-même jusqu'à être incapable de trouver quelque chose comme un programme commun. Et qu'est-ce que vous mettez dans la droite? Qui vous mettez dans la droite? Alors, c'est intéressant parce que, vous savez, moi, dans un de mes livres, j'avais expliqué pourquoi, à mon avis, le concept de droite était plus ou moins fondé. C'est dans mon livre L'Empire du politiquement correct, où j'appelais ça ce que la gauche appelle la droite. Et trop souvent, qu'est-ce que c'est la droite? C'est ce dont la gauche ne veut plus. Vous pouvez être un homme, par exemple, de gauche à 35, 36, 37 ans, et tout en demeurant fidèle à vos idées, un jour, vous serez renvoyé à droite sans être averti de la chose, tout simplement parce que vous n'aurez pas suivi les évolutions idéologiques du progressisme. Exactement, je pense que c'est à lui que je pensais. Ouais. Alain Finkielkraut est demeuré fidèle à ses idées. Je pense que c'est un des philosophes majeurs aujourd'hui dans la philosophie politique française. Alain Finkielkraut n'a pas dévié de ses idées. Vous définissez d'ailleurs comme proche de Raymond Aron. Ah oui, moi parallèle à faire. Ah non, mais moi je suis un lecteur de Aron depuis toujours et je pense c'est pour moi mon modèle intellectuel parmi ceux qui ne sont plus vivants. Donc Finkielkraut est demeuré fidèle à ses idées. Mais la gauche elle-même a évolué, a changé dans sa définition d'elle-même. Et puisque Finkielkraut n'a pas suivi le rythme de ce que les porte-paroles autoproclamés de la gauche ont dit ce que veut être de gauche aujourd'hui, on l'a renvoyé à droite et même à l'extrême droite. Donc ça, je pense que c'est un bon exemple. Le concept de droite, même pour moi, je vous avouerai, je sais ce qu'est la gauche parce qu'elle ne cesse de dire qu'elle est de gauche. Pour ce qui est de la droite, je constate que c'est d'abord un concept qu'on nous assigne davantage qu'on revendique. S'il fallait à tout prix, je me colle une étiquette parce que c'est ce que vous cherchez à faire depuis le début de cet entretien. Moi, je l'ai dit, un indépendantiste québécois. Je suis un intellectuel, un sociologue, et politiquement, je dirais, je suis plutôt conservateur. Un gaulliste de tendance conservatrice. Les figures politiques après le général de Gaulle que j'ai admiré en France, c'est Philippe Séguin. Philippe Séguin, une grande figure pour moi. Bon, je pense que si Philippe Séguin revenait aujourd'hui, il y aurait des journalistes un peu comme vous qui lui demanderaient sans cesse s'il est d'extrême droite. Je crois pas. Et pourtant, j'ai déjà eu en face de moi, je lui ai jamais demandé ça. Vous le feriez aujourd'hui. Lorsqu'il disait au début des années 90 que l'immigration était incompatible, l'islam et l'immigration étaient incompatibles avec la France. Et d'ailleurs, Bernard Stasi, 92, à ce moment-là, l'immigration est une chance pour la France. Je pense que Philippe Séguin l'a prouvé à l'époque. Ah non, vous vous trompez, c'est le même moment où aux assises de Villepinte, si je ne me trompe pas, il considère que l'immigration doit stopper. Je dis ça comme ça. C'est pur... mais une chance pour la France ou pas? Non, tout dépend de ce qu'on entend par là. Mais l'immigration massive, sur un bilan d'une 40aine d'années, n'a pas été une chance pour les sociétés occidentales. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont issus de l'immigration, qui se sont intégrés, c'est pas une formidable histoire. Ça, c'est une chose. Mais l'immigration massive, qui ne tient pas compte des capacités d'intégration et d'assimilation des sociétés, ce n'est pas une réussite. L'islam, vous parliez de l'islam. Est-ce qu'elle est compatible avec la République ou pas? Ça dépend de ce qu'on entend par là. Est-ce que les musulmans... Ça dépend... C'est encore une fois, il faut toujours décrypter les mots. Si vous parlez de l'islam au sens d'une religion, d'un contenu spirituel, d'une foi, et est-ce qu'il est possible d'être français, je sais pas, belge, britannique, irlandais et musulman? Bien sûr que oui, la question n'est pas là. Si vous parlez de l'islam comme civilisation, alors là, ça devient plus compliqué. Mais l'islam au sens de religion, au sens d'une religion, d'une pratique religieuse, bien sûr que oui, mais je pense que là-dessus, on dit quelquefois l'islam est une chance pour la France. Je renverserai en disant que la France est une chance pour l'islam. C'est la chance, justement, de se mettre à l'heure des Lumières. C'est la chance de se mettre à l'heure de la société libérale. Du modèle français. Pardon? À l'heure du modèle français. Oui, mais plus largement, mais à l'heure du monde occidental. C'est-à-dire que accepter, par exemple, cette idée que nul n'est en droit de vouloir interdire le blasphème de ses propres dieux. Je veux dire, moi, par exemple, si vous piétinez devant moi le drapeau du Québec, je serai outré, je serai renversé, je vais vraiment... Mais vous n'allez tuer personne. Je vais tuer personne. Ouais. Je pense qu'inversement, si quelqu'un fait une caricature de tel ou tel dieu, ça donne pas le droit de mitrailler les gens, ou même de vouloir le censurer, ou même de le poursuivre. Michel Houellebecq est au centre d'une polémique sous le coup d'une plainte de Chemseddine Mohamed Hafiz, recteur de la mosquée de Paris, pour avoir déclaré, je le cite, le souhait de la population française de souche ne souhaite pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler, de les agresser, ou bien une autre solution qu'ils s'en aillent. Est-ce que vous comprenez que ces déclarations de Houellebecq aient pu faire mal aux musulmans? C'est deux choses. Premièrement, je ne sais pas ce qu'il est musulman, certains d'entre eux assurément. Ensuite, je n'homogénéise pas les gens. Je pense qu'il ne faut pas dire les musulmans, ce que vous venez de faire. Il faut dire des musulmans. Bon, premier élément. Deuxième élément, ce que fait Houellebecq ici, ça m'a frappé le commentaire de la chose.
Houellebecq ne prend pas position dans ce texte-là. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il pense que c'est l'état d'esprit des gens. Il ne dit pas c'est mon état d'esprit à moi. Il n'endosse pas le propos. Il cherche à comprendre l'état d'esprit des gens. Si je vous disais aujourd'hui, la majorité des Québécois demeurent hostiles à l'indépendance, c'est vrai. Et je m'en désole le disant, mais c'est une analyse. Si je vous dis la majorité des Français aujourd'hui... Mais c'est pas une façon de dire, je pense ça... Moi, je suis pas psychologue. Moi, je ne prétends pas décrypter une intention cachée. Est-ce que vous souscrivez à ces déclarations? Est-ce que vous les reprenez à votre compte? Ah non, moi, je vais en-delà de ça. Moi, je pense que, quel que soit... Là, cette déclaration-là, elle me semble assez musclée, assez exagérée. Mais la question n'est pas là. La question est... Est-ce que des déclarations devraient nous conduire dans des tribunaux? Et la réponse, c'est non, non et non. Moi, là-dessus, je suis très libéral. La liberté d'expression, c'est pour entendre des propos qui choquent, des propos qui heurtent, des propos qui nous agacent quelquefois. Et on ne traduit pas ces désaccords-là devant les tribunaux. En la matière, pour les propos dont vous me parlez, je pense que Michel Houellebecq a tort. Je pense qu'il ne fait pas une bonne lecture de l'état d'esprit des Français. Mais avoir tort ne veut pas dire se retrouver devant les tribunaux. Ça, on appelle ça la liberté d'expression, une société libérale. Et vous avez entendu des fois ce qu'on dit de vous? Pourquoi vous, l'émigré québécois, quelque part, vous avez cette obsession contre l'immigration? Premièrement, contre l'immigration musulmane en France. Si vous me prêtez les objections. Premièrement, je ne sais pas qui dit ça. Deuxièmement, puisque donc vous le reprenez à votre compte, je dirais deux choses. Premièrement, je ne suis pas un immigré. Je suis un Québécois qui travaille ici de passage, mais jamais quelque part un immigré. Un immigré, c'est quelqu'un qui s'installe durablement dans un pays. Mais au départ, vous disiez, je vais me rester 1 an. Ça fait presque 2 ans que vous êtes là. Ça fait 2 ans, mais ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans. En dernier instant, je retourne au Québec. Il y a un horizon, il y a un billet de retour. C'est quand? Pourquoi? On verra si c'est l'an prochain, cette année, on verra. Je tranche pas sur ça. Mais il y a un billet de retour. Ma vocation, c'est Vous savez, avant de m'installer en France en 2021, je faisais à peu près 8 mois par année au Québec, 4 mois en France. C'est un rythme qui me convenait. Là, c'est une aventure passionnante. La France est d'une générosité incroyable en m'accueillant. Il y a un sens de l'hospitalité que je trouve admirable. Les Français ont le sens de l'amitié. Mais l'ami québécois que je suis n'a pas pour vocation... Le cousin québécois. Le cousin, l'ami québécois, tout ça, mais n'a pas pour vocation à immigrer en France. Élément 1. À devenir français. Voilà. Moi, j'aime souvent dire, mon objectif dans la vie, c'est de cesser d'être Canadien, de devenir Québécois. Et une fois que ce sera fait, bon, mon Dieu, on verra bien. Vous pensez que ça arrivera avant votre départ vers l'au-delà? Ah oui, l'indépendance va se faire. Je pense d'ici une dizaine d'années. Ensuite, à votre question... Je pense que la question de l'immigration massive se pose dans toutes les sociétés occidentales. Elle se pose aux États-Unis, elle se pose au Canada, elle se pose au Québec, elle se pose en Grande-Bretagne, elle se pose dans les pays de l'Est, elle se pose en Italie. Donc cette question-là se pose. Vous savez ce qu'on se dit de vous, mais pourquoi cet immigré vient nous parler d'immigration, vient taper sur les musulmans en France? C'est ça qu'on dit. Mais premièrement, je ne sais pas qui est ce on, donc je suppose que c'est vous qui parlez alors. C'est une question que je rapporte d'entretien que j'ai avec un certain nombre de personnes. D'accord, bon, je sais pas de qui vous regarde, qui vous lise et qui dit ça. Je sais pas de qui vous parlez premièrement, ça me semble une chose à noter. Ensuite, je tape pas sur les musulmans en France. Je sais pas d'où vous prenez cette idée-là, mais je ne tape pas sur les musulmans en France. Je critique dans nos sociétés l'intégration insuffisante de populations issues de l'immigration, pas pour les culpabiliser, pour constater que à la fois les idéologies dominantes aujourd'hui favorisent pas l'intégration, que comme disait Toynbee, le grand historien, 3 facteurs pèsent dans l'histoire: le nombre et le nombre. C'était repris par Michel Brunet, un historien québécois. Donc j'analyse cette chose-là, mais je tape pas sur les immigrants en France, je tape pas sur les immigrés, je sais pas d'où viennent exactement ces accusations. Mais c'est quand on vous peut-être entend. Le style de l'émission, mais je me reconnais pas dans ce propos. Mais quand on vous entend parler sur CNews, à Europe 1, quand on lit vos papiers, c'est un peu ça? Non, pas du tout. Non. Donnez-moi une phrase. Mais je les ai pas en tête, mais manifestement, j'ai déjà entendu. Mais vous les auriez pas sur le texte non plus. Si, j'en ai entendu. Je suis désolé, non, je ne tape pas sur les musulmans en France. Parce qu'en ce moment, pour moi, ce que vous dites là... On a l'impression que votre obsession, c'est l'islam et c'est l'immigration. Non, c'est votre impression, ce n'est pas la mienne. Ça correspond pas à mes travaux, ça correspond pas à ce que j'ai fait. Ensuite, que la question de l'immigration soit centrale aujourd'hui, c'est factuel, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais elle est très importante dans nos sociétés. Le multiculturalisme comme idéologie se l'est aussi, mais là en ce moment, vous, si je peux me permettre, je le dirais très poliment, oui, bien sûr, parce que j'essaie d'être courtois, mais en ce moment, vous représentez pour moi ce que j'appelle le journaliste en commissaire politique. Vous cherchez à m'étiqueter, à me coller une étiquette, à faire en sorte que je ressorte ici avec le portrait, genre, d'une espèce de militant extrême et dangereux, et vos questions sont toutes orientées en ce sens. Je vous réponds poliment, mais je note que cela dit, ce que vous cherchez à faire, c'est ça, il faut le nommer quand même. Mais vous êtes tout à fait libre de vos propos. Une question précise. Lorsque vous tombez malade, c'est la sécurité française, la sécurité sociale française ou la sécurité sociale canadienne qui prend en charge vos soins? Québécoise. Québécoise? Ouais. Donc c'est pas la sécurité sociale française? Non, je évite le détail, là, c'est des questions administratives, mais non, c'est québécois. Et les membres de vos familles vous ont rejoint ou pas ici? Mon épouse est avec moi. Donc, quelque part, vous êtes un immigré, même si vous dites que c'est pas le cas. Non,
non, pas quelque part, je ne suis pas un immigré. À un moment donné, est-ce que la si question, vous allez travailler un an dans un pays, est-ce que vous devenez un immigré? Si c'est le cas, votre conception de l'immigration est telle qu'elle ne veut plus rien dire. C'était juste pour vous demander si vous considérez que le regroupement familial est une bonne chose. Ça dépend ce qu'on entend par là. À grande échelle, non. Manifestement, il y a des circonstances. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le problème. C'est que parce que c'est un peu ce que vous avez fait si votre épouse vous a rejoint. Alors, c'est le regroupement familial. Je vais être obligé de vous redire encore une fois qu'il s'agit d'une installation pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Ensuite, je repars chez moi. Ça fait partie. Ensuite, il y a probablement une distinction à faire entre l'épouse et puis le cousin, la grand-mère, l'arrière-cousin, ainsi de suite. Ce serait le genre de nuance à faire. Mais globalement, il faut voir comment aujourd'hui certains principes qui avaient du sens ont été détournés de leur sens. Par exemple, le droit d'asile. Le droit d'asile a été transformé en filière d'immigration à part entière. Il n'a pas été pensé, il a été globalement pensé pour Solzhenitsyn. Il n'a pas été pensé pour accueillir des centaines de milliers de personnes. De même, le regroupement familial. En tant que tel, on comprend l'idée, mais porté à grande échelle, comme on le voit aujourd'hui, ça fait une filière d'immigration à part entière qui est immaîtrisable. Donc tout ça exige d'avoir une espèce de regard politique apaisé sur ces questions, mais ce que vous ne proposez pas, hélas. Mais je pense que c'est globalement, les politiques d'immigration en Occident aujourd'hui créent des conditions qui ne favorisent pas l'intégration, qui favorisent en fait une forme de choc culturel à l'intérieur même de nos frontières. En vous concernant toujours, vous cumulez plusieurs fonctions de journaliste, de chroniqueur au sein du groupe Bolloré, donc CNews, Europe 1 ou encore au Figaro, pour lesquels, bien entendu, vous êtes rémunéré. Quelque part, je pense que la question va vous choquer, mais est-ce que ça ne vous gêne pas de prendre le travail qu'un ou plusieurs travailleurs français auraient pu occuper pour améliorer leur situation? Bon, peut-être que le métier de philosophe conservateur est un métier sous tension, non, mais ça aurait pu être des Français qui auraient joué ce rôle. Un instant. Moi, là, c'est une question que je trouve un peu injuste, pour le dire ainsi. Premièrement, on m'a invité. J'ai pas cogné à la porte pour premièrement. Ensuite, qu'il y ait des travailleurs étrangers dans un pays, c'est normal. Il n'y a pas de souci avec ça. Le phénomène central, je vais vous le redire, ça va être très clair. Même s'ils ne sont pas blancs. Même s'ils ne sont pas blancs. Mais pourquoi vous avez une obsession des races? Moi, c'est pas une question de race. Mais bien sûr que si. Est-ce que vous m'avez entendu parler de couleur de peau un seul instant? Non, mais vous êtes le premier à me parler de couleur de peau. Quand on entend un certain nombre de propos, je ne parle pas des vôtres, certains considèrent, je ne parle pas de vous, que l'immigration, quand elle provient d'Afrique, du Maghreb, elle n'est pas bonne. Mais est-ce que vous m'avez entendu dire ça? Non, mais c'est pour ça que je vous posais la question. Mais alors, vous me posez une question qui est quoi? Alors, vous avez peut-être pas eu le temps de le lire, mais j'ai écrit un livre, la Révolution racialiste, où je critiquais justement la racialisation des appartenances dans nos sociétés. J'expliquais que si on ne peut pas devenir blanc ou noir ou asiatique, on peut devenir québécois, on peut devenir français, on peut devenir... Faites la liste des pays auxquels on peut adhérer. Donc, je ne pense pas en termes raciaux et je ne me laisserai pas entraîner dans une discussion raciale, ça c'est certain. Et pour le reste, qu'il y ait dans des pays des travailleurs qui viennent de l'extérieur pour un temps, ou des gens qui émigrent, c'est pas le seul enjeu. L'enjeu, c'est, je le redis, le nombre, l'effet de masse démographique, le fait que la société d'accueil ne veuille plus accueillir, intégrer pour différentes raisons. Donc, c'est un phénomène massif. Donc, pour le reste, que les gens viennent d'ailleurs travailler, par exemple, à Montréal, il y a des médecins qui viennent d'un peu partout, c'est très bien. Et ici aussi, je n'en doute pas. Il y a des ingénieurs qui viennent d'un peu partout, il y a des spécialistes de tel ou tel domaine, c'est très bien. Ensuite, il y a une différence entre reconnaître qu'il y a une immigration de travail dans certains postes, certains domaines, et ensuite utiliser, comme le fait le patronat souvent, hélas, l'immigration comme une forme de moyen de faire une forme de pression à la baisse sur les salaires pour ne pas quelquefois moderniser les entreprises, pour ne pas faire des gains de productivité. Ça, je pense que c'est un autre problème. Le racisme anti-blanc, ça vous parle ou pas? C'est un problème, comme tous les racismes. Vous considérez en être victime ou pas? Personnellement, sur un mode individuel, je me sens victime de pas grand-chose, sauf du mauvais temps. Mais cela dit... C'est très froid au Québec. Oui, mais quelquefois, c'est quand même... L'hiver est sec et agréable. Quoi qu'il en soit, ça tonifie le caractère. Mais cela dit, non, tous les racismes sont condamnables, évidemment. Je constate que nommer ce racisme-là, aujourd'hui, peut passer pour scandaleux. J'essaie de comprendre pourquoi. Donc, tous les racismes, on les dénonce avec raison. Et celui-là, lorsqu'on le dénonce, on laisse croire qu'il n'existe pas véritablement. Ça, pour moi, c'est une énigme intellectuelle, mais pas vraiment, parce que j'ai analysé tout ça dans mon livre La Révolution racialiste, mais je trouve ça moralement scandaleux. Tous les racistes sont à dénoncer. Qu'est-ce qui est le plus grand danger selon vous? Le racisme, le wokisme, l'extrême droite ou l'extrême gauche ou autre chose? Oh mon Dieu, c'est d'abord la confusion intellectuelle. Donc, je pense c'est la première. Ça y participe cette question-là? Vous participez, c'est-à-dire les questions que vous posez? Les questions que je pose, c'est celle-là. Oui, un peu quand même. Non, je pense qu'un des grands dangers, c'est la diabolisation de l'interlocuteur. C'est la disqualification de l'adversaire. C'est l'enfermement des uns et des autres dans des catégories idéologiques qui servent surtout à les présenter comme des parias ou des infréquentables. Vous avez l'impression que c'est ce que j'ai fait depuis le début de cette émission? Bien sûr que si. Ah bon? Et je pense que la démocratie... Je vous ai présenté comme un paria?
Ah oui, bien sûr, bon, c'était le fil conducteur de l'émission. Mais ça va, c'est votre angle éditorial. Ensuite, ce que je pense, c'est que la démocratie exige, et ça, c'était le dernier chapitre de mes bouquins, j'appelais ça le conflit civilisé. C'est-à-dire accepter l'idée, ça c'est fondamental pour moi, que en démocratie, nul n'a le monopole du bien commun, du juste, du vrai, du peuple. Et une fois qu'on a dit ça, ça implique de reconnaître que l'interlocuteur, même si on croit qu'il a tort, eh bien, on pense néanmoins que sa présence est légitime dans l'espace public. Donc, ça implique qu'on cherche à éviter de le diaboliser, de le disqualifier, de faire en sorte de le chasser du périmètre de la respectabilité. Et une fois qu'on a accepté une éthique démocratique du pluralisme véritable, qui fait que plusieurs points de vue sont acceptés dans la cité, alors là, le dialogue démocratique peut être beaucoup plus fécond qu'il ne l'est aujourd'hui, où c'est la chasse à l'homme, la chasse aux sorcières régulière. Non, vous avez tout à fait raison, mais la question que je vous posais, qui ne vous a pas plu tout à l'heure, c'est que vos détracteurs, je dis vos détracteurs ne comprennent pas... Un certain nombre de détracteurs, vous les voyez dans la presse aussi, qu'un émigré canadien, québécois, se permet de donner des leçons contre l'immigration en France. Mais je fais aucune leçon. Je ne donne aucune leçon, je ne suis pas un professeur de morale. J'analyse des phénomènes à la lumière de mes travaux, à la lumière des ouvrages que j'ai écrits, à la lumière des textes que j'ai écrits, et j'essaie de décrypter. Vous savez, c'est la belle formule de Raymond Aron, penser l'histoire qui se fait. Bon, mais ça, c'est mon travail. Je prétends pas, ensuite, je vous le redirai, parce que vous semblez pas le croire, je ne me vois pas comme un immigré ici, j'ai la chance d'être un invité. Et c'est un invité, c'est de passage, et ensuite, ça repart et ça revient de temps en temps. Justement, invité de passage, vous avez écrit dans le journal de Montréal, c'était en décembre. Je n'aime pas les années 2020, pourquoi ? Ah, c'est tout récent, en fait. Ouais. Non, je disais qu'on entre, en fait, dans des années tragiques. C'est, vous savez, la génération qui est la mienne, un peu, c'est la dernière à avoir cru, c'est l'espèce d'euphorie de post-guerre froide. Donc, c'était la démocratie libérale qui allait triompher, c'était la prospérité universelle, c'est la mondialisation. Donc, j'ai jamais cru trop à ces promesses-là, mais elles étaient belles. Et là, on entre dans des années tragiques où on redécouvre des peurs ancestrales, la peur du froid, la peur de la faim. La peur de la guerre. Oui, la peur de la guerre qui s'invite au cœur même de l'Europe. Des grandes tensions qui reviennent au cœur de la cité. Et de ce point de vue, c'est le retour du tragique à une majuscule. Merci en tout cas Mathieu Bock-Côté d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée. Merci sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci.